Si les chiens pouvaient vivre aussi vieux que les humains et sans les circonstances tragiques qui ont fait de lui une célébrité, Hachiko aurait eu 100 ans cette année, le 10 novembre précisément. Et pour l'occasion, plutôt que de vous raconter simplement son histoire, que beaucoup parmi vous connaissent déjà sans doute, j'ai choisi de vous parler plutôt du film qui a été fait sur lui. Alors non, pas Hachi, pas le remake américain avec Richard Gere, mais celui qui l'a inspiré, Hachiko Monogatari, ou l'histoire de Hachiko, sorti en 1987 au Japon, mais qui est disponible aussi chez nous en DVD. Je pense que celui-là, vous êtes déjà nettement moins nombreux à l'avoir vu, alors c'est l'occasion pour vous de le découvrir. L'histoire d'Hachiko est relativement connue, donc je ne pense pas vous spoiler grand-chose, mais je vais évidemment pas détailler tout le film, histoire de laisser quand même le plaisir de la découverte à ceux qui voudraient le visionner après avoir vu cette vidéo. Bon, évidemment, ce film souffre de sa comparaison avec Hachi, son remake, nettement plus récent et disposant d'un budget bien plus important. Mais niveau émotion, faites-moi confiance, il n'a rien à lui envier. Alors une fois n'est pas coutume, préparez les mouchoirs. Avant d'entrer dans l'analyse du film proprement dite, je me dois de vous donner quelques infos quand même. Bon, alors il s'agit d'un film réalisé par Koyama Seijiro sur un scénario de Shindo Kaneto. Alors ne m'en veuillez pas trop si je ne m'attarde pas sur eux, à la base, moi je suis pas vraiment ce qu'on appelle un cinéphile. J'ai juste compris que le scénariste est apparemment bien plus connu que le réalisateur. En revanche, s'il y a un nom connu dans ce film, c'est celui de l'acteur principal qui joue le rôle du professeur Ueno Hidesaburo, puisqu'il s'agit de Nakadai Tatsuya. Cet acteur, qui est aujourd'hui âgé de 91 ans, continue de tourner, puisque son rôle le plus récent date de 2022. Ça fait donc plus de 70 ans qu'il exerce ce métier qu'il a démarré en 1952. Je crois qu'il méritait bien qu'on en parle un peu et qu'on lui tire un grand coup de chapeau. Il connaît pas le mot retraite, lui. Ah, tiens, te voilà toi. Bien rentré de ton tour du monde ? Comme tu vois, de retour au pays de la pluie éternelle, et de tout ce que j'ai vu, j'avoue que je serais bien resté en Égypte. J'étais traité comme un dieu là-bas. Sans blague. Remarque, moi je serais bien resté au Japon. Mais on s'égare. Je parlais de Nakadai Tatsuya, qui a notamment tourné avec de grands réalisateurs comme Kurosawa Akira, puisqu'il a joué dans des films comme Ran, Les 7 Samouraïs, ou encore le superbe Kagemusha, où il tenait le rôle principal. C'est donc pas le premier venu. Le film date de 1987, comme je l'ai dit. Il est donc au format 4/3, et même s'il est dispo en France, il n'a pas été doublé. Le DVD ne propose donc que la VO sous-titrée. Et maintenant que l'on a dit tout ça, il est temps de lancer le film. Avant même que le film commence, on nous dit qu'il a été recommandé par toute une série d'administrations et d'organismes, tels que le gouverneur de Tokyo, des associations de parents d'élèves, le syndicat des enseignants de Tokyo, le conseil préfectoral d'éducation d'Osaka, la SPA japonaise, le club canin, l'association d'entraide de la défense animale et bien d'autres encore qui ne sont pas mentionnés. Bon, ça fait très argument d'autorité, on peut pas le nier. Mais en même temps, j'ai envie de dire qu'au Japon, ça n'a rien de très surprenant. Personnellement, j'ai pas besoin qu'on me dise tout ça pour avoir envie de voir un tel film. Mais ça démontre au moins que pas mal de monde a été impliqué sur le projet. Le film s'ouvre sur une grosse tempête de neige, et on nous donne tout de suite la date, puis le lieu, décembre 1923, à Odate, dans la préfecture d'Akita. Ça explique la tempête de neige et l'abondance de celle-ci. On se situe tout au nord du Japon, enfin de Honshu, et au début de l'hiver. Et là, déjà, si vous connaissez bien l'histoire d'Hachiko, ou si vous avez noté la date à laquelle on commémore son centenaire, vous vous dites que quelque chose cloche. En tout cas, moi, ça a été ma réaction, surtout vu la scène qui suit, quelques instants plus tard. On assiste en effet à la naissance d'Hachiko et de ses frères et sœurs, dans cette petite ferme isolée dans la tempête. Un moment d'intense émotion, donc, dès le début du film, et qui annonce la couleur, j'ai envie de dire. Car comment résister devant pareil spectacle ? Mais il n'empêche que cette histoire de date, moi ça me perturbe. Surtout que la date en question est bien montrée juste après, lorsque Monsieur Massey, fou de joie, téléphone à son ami le professeur Ueno à Tokyo
pour lui annoncer la naissance des chiots. On voit bien en effet le calendrier à côté de lui qui indique le 16 décembre. Sauf qu'en réalité, Hachiko est née le 10 novembre 1923, plus d'un mois avant. Alors, pourquoi cette modification au niveau de la date ? Mon hypothèse, c'est que pour les besoins du scénario, le réalisateur a voulu rendre la scène plus intense en la situant dans cette tempête de neige. Un peu comme pour renforcer le côté dramatique de l'histoire. Comme si on avait besoin. C'est du cinéma, faut pas l'oublier, c'est pas un documentaire. Et puis, ça fait aussi écho à la scène de fin, tu verras. Toujours est-il que le professeur Ueno est absent, et c'est sa fille, Chizuko, qui décroche. Et là, c'est intéressant parce qu'on découvre qu'au départ, l'adoption d'Hachiko résulte d'un malentendu. Monsieur Massé est très enthousiaste parce qu'il est persuadé que son ami voulait à tout prix un chien, et qui plus est, un Akita pure race, pour remplacer celui qu'il avait avant, et qui est malheureusement décédé quelques mois plus tôt. Sauf qu'on découvre qu'en fait, pas du tout. Il avait juste évoqué cette idée comme ça, en passant, sous le coup de l'émotion après la perte de son premier chien. Mais l'autre a compris ça différemment. Ce qui explique que sa fille n'était pas du tout au courant et qu'elle est folle de joie lorsqu'elle apprend la nouvelle. Tout le contraire de sa mère qui, elle, ne veut pas d'un nouveau chien. Non pas parce qu'elle ne les aime pas, mais parce qu'elle n'a pas envie de revivre la tristesse de perdre un animal. Et là, alors que le professeur Ueno est presque disposé à suivre la vie de sa femme, on assiste à la scène classique de ce genre de film, la fille qui assure qu'on peut garder le chien et que c'est elle qui s'en occupera. Oh là là, le coup classique des enfants qui veulent à tout prix un animal et qui, pour convaincre les parents, promettent de s'en occuper. Je parie une ration de croquettes qu'évidemment, elle ne s'en occupera pratiquement pas. En plein dans le mille. Du coup, je te dois des croquettes. Mais revenons au film. Le chiot, qui n'a pas encore de nom, est donc expédié à Tokyo en train depuis Odate, dans une cage minuscule avec tout juste assez de nourriture. Bien sûr, à l'époque, un tel trajet était long, il fallait compter 2 jours de voyage quand même. Et à l'arrivée, on constate tout l'intérêt que Chizuko porte à son futur chien, puisqu'elle ne va même pas le chercher elle-même à la gare de Shibuya comme prévu. Non, elle préfère aller à un concert avec son fiancé, et envoie le domestique, qui en plus a horreur des chiens, à sa place. Celui-ci demande à Kiku, un voisin et ami de la famille, de l'accompagner. Et on notera au passage la reconstitution du quartier de la gare de Shibuya des années 20. À un moment donné, on devine bien que les bâtiments autour sont des décors peints et qu'il n'y a que des façades, façon décor de vieux western. Bon, à l'heure des charges, le film se focalise sur l'histoire d'Hachiko et de son maître. Il ne s'agit pas d'une reconstitution historique. Et je rappelle que tout ça date de 1987. Kiku et le domestique ramènent donc le chiot à la maison. Mais ils sont persuadés qu'il est décédé pendant le trajet en train, parce qu'il ne bouge pas. Et c'est le professeur qui leur prouvera le contraire, comprenant que l'animal est tout simplement déshydraté et affamé à cause de son long voyage. C'est aussi le professeur qui lui donne son nom de Hachi, trouvant que ses pattes formaient le kanji qui se prononce ainsi, et qui signifie 8. Arrive alors une scène que je trouve pour ma part assez drôle, car le fiancé de Chizuko doit annoncer quelque chose au professeur Ueno. Le cérémonial de cette discussion et la tension palpable de la scène lui donnent un côté presque comique. D'autant qu'on pourrait s'attendre à ce que l'issue tourne mal, car le père de Chizuko apprend alors que sa fille est enceinte, et bien entendu, dans la foulée, son fiancé lui demande sa main. Oula, je sens que ça va parler 5 minutes. Justement, pas du tout. Le père prend la nouvelle avec un calme, quasi olympien. Comme si l'autre venait juste de lui annoncer la météo du lendemain, quoi. Et on sent qu'il est même pas furieux, à peine surpris, mais il reste digne. Alors, tout comme le fiancé qui, bien sûr, n'ose pas regarder son futur beau-père dans les yeux et qui sue à grosses gouttes quand même. Et tout ça, ça passe pour ainsi dire comme une lettre à la poste. Genre, elle est enceinte, ok. Dans ce cas, d'accord, épouse-la tout de suite. Je peux retourner finir de manger maintenant ? Alors, dans les années 20, ou même bien plus tard,
Je connais quand même bon nombre de familles occidentales où une telle annonce aurait été un choc doublé d'un scandale. La scène du mariage qui suit est à la fois drôle et attendrissante. Déjà, on remarque qu'il s'agit d'un mariage chrétien, ce qui peut surprendre. Mais là encore, j'imagine que c'est peut-être une volonté du réalisateur pour montrer une robe de mariée à l'occidentale. Difficile, voire impossible de vérifier l'info selon laquelle la famille du professeur Ueno était chrétienne. D'autant qu'un autre événement va venir semer le doute un peu plus tard. Mais ce qu'on retient, évidemment, c'est le comportement du jeune Shio pendant que tout le monde est au mariage, domestique inclus. On sent déjà qu'il n'aime pas rester loin de son maître. Toujours est-il qu'après ça, bien sûr, la fille part s'installer chez son mari et il n'est du coup plus question qu'elle s'occupe du chien. Et voilà, j'en étais sûr. On ne le répétera jamais assez, n'adoptez pas un animal si vous n'avez pas vraiment l'intention de vous en occuper durant toute sa vie. C'est une responsabilité, pas un jouet. Je n'aurais pas dit mieux. Mais heureusement pour Hachi, le professeur Ueno n'est pas un mauvais bougre, et d'ailleurs quelque chose me dit qu'il devait se douter que ça se passerait comme ça. La preuve, c'est qu'au retour d'un voyage professionnel dans les campagnes, il était ingénieur agronome, et alors que sa femme lui demande s'il compte se débarrasser du chien en le donnant à quelqu'un, il ne daigne même pas lui répondre, et son comportement avec Hachi ne laisse pas la moindre place au doute. À partir de ce jour, le professeur et son chien ne se quittent plus, et dès l'été suivant, alors que Hachi est âgé d'1 an à peine, celui-ci commence à l'accompagner à la gare de Shibuya. C'est le début du fameux rituel entre Hachi et son maître. Le chien l'accompagne à la gare le matin, rentre seul à la maison, et revient le chercher le soir lorsque le train ramène le professeur Ueno à Shibuya. Ce qui, en soi, est déjà une petite performance, mais surtout une magnifique preuve de l'amour qui unissait le chien et son maître. Alors, le film montre ce lien de différentes façons, mais je ne vais pas vous les spoiler ici si vous ne l'avez pas vu. Et si c'est pas le cas, franchement, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à visionner ce film, ça vaut vraiment le coup. Et puis arrive alors ce jour fatidique, ce 21 mai 1925, où tout va s'effondrer pour Hachi. Le film prend d'ailleurs le parti de nous montrer un comportement inhabituel chez le chien, dès le matin avec le professeur, et puis tout au long de la journée avec les domestiques et la femme du professeur Ueno. En effet, celui-ci s'écroule en plein cours à l'université, victime d'une hémorragie cérébrale dont, hélas, il ne se relèvera pas. Pourtant, fidèle à son habitude, Hachi viendra l'attendre à la gare. En vain cette fois. La première d'une très, très longue série. On a beau s'y attendre, ce passage du film est juste bouleversant. Il n'y a pas d'autre mot. Et à partir de là, le réalisateur ne nous laissera plus lâcher la boîte de Kleenex, puisque commence presque une véritable descente aux enfers pour Hachi. Bon, je rappelle qu'il n'a même pas 2 ans à ce moment-là. La scène des funérailles est naturellement très très forte. Là non plus, je ne vais pas vous la spoiler. Mais sincèrement... prévoyez les mouchoirs. Alors, c'est pas le tombeau des Lucioles, mais honnêtement, on n'en est pas loin. Et les funérailles sont justement ce qui m'a mis la puce à l'oreille quant à la religion de la famille Ueno. Parce que si le mariage était chrétien, les funérailles, elles sont bouddhistes. Alors, vous me direz, c'est peut-être la famille du marié qui était chrétienne. Enfin, bon, c'est un détail, mais j'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. La veuve du professeur Ueno décide alors d'aller vivre chez sa fille et son gendre, et donc la maison est mise en vente, et les domestiques se voient donner leur congé. On est dans les années 20, le Japon connaît alors une crise économique, et chacun annonce qu'il va retourner chez ses parents, dans sa région natale. Quant à Hachi,
puisque décidément la fille n'a toujours pas l'intention de s'en occuper, il est confié par la veuve à un membre de sa famille vivant à Asakusa. Mais malgré la distance importante entre ce quartier et celui de Shibuya, Hachi parvient à s'échapper et retourne à la maison de son maître au moment où un couple est sur le point de l'acheter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme en question a une sainte horreur des chiens. Hachi, どうしたんだお前ら。お前なんだよ。浅草じゃなかったのか。 Autant dire que s'il repointe le bout de son museau dans les parages, le gaillard pourrait ne pas lui faire de cadeau. Mais un autre qui, au fond, n'aime pas trop les animaux, c'est l'oncle d'Asakusa. Et les fuites répétées d'Hachi, qui cherche toujours son maître, font qu'il décide finalement de ne pas le garder. Et là, il est recueilli par la femme de Kiku, celui qui était allé le chercher à la gare le premier jour avec le domestique, l'ami de la famille, qui en outre s'est occupé de la vente de la maison. Mais malheureusement pour Hachi, Kiku décède à son tour subitement. Et sa veuve, elle aussi, retourne dans sa famille, mais sans le chien. Cette fois, Hachi est bel et bien seul, livré à lui-même dans les rues de Tokyo. Et immuablement, le chien reste fidèle à son maître qu'il continue de venir attendre tous les soirs à la gare de Shibuya. Les employés de la gare, de même que les gérants d'un yatai tout proche, commencent à remarquer son manège et certains, comme le vendeur de street food, le prennent en pitié, lui donnant régulièrement de la nourriture. Bien entendu, à ce stade, le film enchaîne les ellipses temporelles, mais revient systématiquement sur l'image de Hachi, assis à l'entrée de la gare, et sur les réactions des personnes qui assistent à son manège quotidiennement. J'aurais jamais cru dire ça un jour pour un chien, mais je dois reconnaître qu'il fait peine à voir, le cabot. C'est difficile d'imaginer un chat se comporter de la sorte, ça c'est sûr. Oh, faut pas généraliser, il y a des chats fidèles aussi, hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, je vous avais prévenu, plus moyen de lâcher les mouchoirs. Mais bon, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Enfin, rassurez-vous. On sait tous que ce sera pas une happy end non plus. En 1928, un journaliste du Asahi Shimbun, un des plus grands journaux du pays, remarque Hachi et décide d'écrire un article sur lui. C'est cet article qui rendra Hachiko célèbre au Japon et fera de lui un symbole de la fidélité et de la loyauté japonaise. On peut évidemment s'interroger sur les raisons qui font que personne ne l'ait jamais adopté, pas même les gérants du yatai à côté de la gare, même s'ils se sont toujours bien occupés de lui en le nourrissant régulièrement. Sans doute, les crises économiques successives et la guerre sino-japonaise qui couvait déjà à ce moment-là peuvent l'expliquer. Le film montre d'ailleurs un régiment de soldats défilant devant la gare en 1934. C'est en effet une période où le militarisme gagne le pays et des événements tragiques comme l'incident de Mukden en 1931 ne font que jeter de l'huile sur le feu. Alors l'incident de Mukden, on en parlera un jour parce que c'est un fait historique que j'ai très envie de traiter à part. Pour ceux qui ont lu Tintin, ça vous parle peut-être parce que Hergé l'a très bien mise en scène dans le Lotus Bleu, à une époque où ce genre d'événement était plutôt passé sous silence. Comme on pouvait évidemment s'y attendre, la scène finale du film est véritablement poignante, déchirante même, comme l'ultime gémissement de Hachi dans cette nuit glaciale du 8 mars 1935 où il s'est éteint. Et pour bien nous achever, le réalisateur a choisi de mettre le paquet en montrant justement le chien, seul, dans un quartier de Shibuya désert, sous la neige, ce qui rappelle évidemment la tempête de la première scène du film. La boucle est bouclée, Hachi est né lors d'une tempête de neige, et il décède, couché dans la neige. Je trouve par contre la mise en scène vraiment touchante, mise en scène qui n'est pas sans rappeler un peu la fin de Titanic, même si ce film sortira bien des années plus tard, avec ce moment où Hachi et son maître sont enfin réunis pour l'éternité. Scène qui, selon moi, est un peu gâchée par le générique de fin, qui arrive, mais alors, comme un cheveu sur la soupe, et qui casse presque l'ambiance.
Non pas que la chanson finale soit particulièrement joyeuse, mais elle tranche quand même assez radicalement avec la scène qui précède. Du coup, ça nous sort de notre émotion de manière un peu brutale, on va dire. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous avez vu le film. Bien sûr, j'attends aussi vos commentaires sur le film en lui-même. Dites-moi si vous préférez celui-ci ou bien le remake avec Richard Gere si vous avez vu les deux. Bon, perso, pour avoir vu les deux, moi j'aime bien les deux, j'avoue, mais j'ai une petite préférence quand même pour celui-ci. Si vous l'avez jamais vu, j'espère vous avoir donné envie de le voir quand même. J'ai essayé de pas tout spoiler bien sûr, à part l'histoire principale évidemment, mais ça, je pense que tout le monde ou presque la connaissait déjà. Et avant de se quitter, je voulais juste vous rappeler que je serai au salon Japan Touch à Lyon les 2 et 3 décembre prochains. Si jamais vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à passer, ce sera l'occasion de se voir en vrai. Au programme, en ce qui me concerne, il y aura une expo photo tout le week-end avec des images du voyage que j'ai fait en septembre-octobre. Et le samedi, projection d'un nouvel épisode de Doc in Japan, donc la série sur le voyage justement, en avant-première, ainsi qu'une table ronde sur le thème « Préparer son voyage au Japon » avec d'autres intervenants. Ça va être sympa, alors j'espère vous y rencontrer. En attendant, je compte sur vous pour liker, partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez également soutenir la chaîne financièrement si vous vous sentez d'humeur généreuse, sur YouTube ou sur Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. On se donne rendez-vous très rapidement à Japan Touch à Lyon ou pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez d'aimer le Japon. Matane!